Cette attaque d'Israël qui a frappé l'Iran sur une dizaine de cibles militaires et nucléaires, c'est clairement une attaque qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus grosse que ce qu'on a connu il y a un an. Oui, c'est un game changer. D'abord, ça ne sera pas qu'une attaque, ça va être plusieurs attaques. Il va y avoir une offensive d'Israël sur l'Iran pendant quelques jours. Donc, il ne faut pas s'attendre à juste une attaque un peu spectaculaire avec des dirigeants qui ont été tués, des sites qui ont été touchés. Là, on est parti un peu pour une opération de nettoyage qui va durer un long moment, c'est-à-dire qu'on prévoit en Israël que ça durerait entre 1 à 2 semaines, parce que la volonté est très claire. En fait, l'Iran a joué un pari qui était avant les discussions qui devaient reprendre ce week-end avec les États-Unis, se disait que les États-Unis ne permettraient pas une attaque israélienne, et donc ils ont essayé de jouer un peu un coup de force pour obtenir des concessions américaines. Bon, ils ont perdu, et là, je pense que ce qui est très intéressant, parce que j'entends beaucoup parler de l'embrasement de la région. Oui. D'abord, il ne peut pas y avoir d'embrasement de la région parce qu'il n'y a plus de proxy de l'Iran. Donc le Hezbollah a été éliminé. En Syrie, bon, il n'y a plus de régime qui peut soutenir l'Iran. Il reste juste les Houthis qui peuvent porter atteinte au trafic sur la mer Rouge et puis envoyer... Avec une portée limitée. Et envoyer quelques missiles en Israël, mais c'est une portée limitée. Non, ce qui se joue ici, il faut le dire, c'est très important, au-delà de l'aspect, on en parlera sur les marchés, c'est l'avenir du régime iranien. C'est-à-dire qu'on va rentrer aujourd'hui, il y a une volonté israélienne, évidemment, d'éliminer totalement la possibilité pour l'Iran d'avoir un programme nucléaire, là on est clair, et donc ça ne s'arrêtera pas tant qu'ils n'auront pas éliminé toutes les installations ou les plus grandes installations nucléaires, ça va durer quelques jours, donc ça c'est le premier élément, mais on sent clairement qu'en visant les dignitaires du régime, ils essayent aujourd'hui de créer une situation par laquelle on dit même que Khamenei aurait pu être visé. La volonté, c'est de renverser le régime. C'est-à-dire que c'est une opportunité éventuelle pour l'opposition iranienne, si opposition iranienne... Et c'est possible selon vous ? J'ai aucune idée. Ça, c'est vraiment, la situation est tellement complexe en Iran, je ne suis pas un spécialiste de géopolitique, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de parler d'embrasement de la région. On va avoir pendant 1 à 2 semaines des affrontements qui vont être des affrontements entre l'Iran et Israël. Il faut se rendre compte quand même que l'Iran est extrêmement affaibli. Si Israël a attaqué aujourd'hui, c'est parce qu'ils avaient détruit toute leur défense aérienne il y a quelques semaines. Il faut quand même imaginer qu'il y a 200 avions israéliens qui sont allés sur Téhéran et sur les sites nucléaires et qu'il n'y a eu aucune défense anti-aérienne. Donc ça veut dire que les défenses anti-aériennes avaient été déjà détruites lors des attaques précédentes et qu'il y avait donc une opportunité aujourd'hui pour Israël. Donc c'est un game changer. Ce qui est en train de se passer, c'est un changement de paradigme total dans la région, c'est-à-dire Syrie, Liban sans le Hezbollah, le Gaza, évidemment, avec le Hamas. Donc, on est en train d'avoir une redéfinition, c'est-à-dire que la volonté, à la fois des Israéliens et maintenant, je pense, des Américains, c'est de renverser le régime de Téhéran. Ça n'a pas pu se faire sans l'aval des Américains. Impossible. Non, mais ça, c'est quand j'entends ce matin que Trump n'était pas au courant. Enfin, c'est juste. Je sais pas, c'est ce qu'il dit, donc. Non, mais évidemment, il va rien dire d'autre parce qu'il va pas envie d'avoir des attaques sur le personnel américain. D'ailleurs, l'Iran a bien compris. L'Iran a dit, on va se venger contre Israël et les États-Unis. C'est évident. Donc aujourd'hui, Israël n'aurait pas bougé une seule oreille sans l'aval des États-Unis. Sur le pétrole, on a grimpé de quasiment 12% au milieu de la nuit. Là, on est plutôt à $72 sur le Brent. Là, c'est la réaction normale. Et c'est normal, c'est-à-dire c'est une réaction... Mais ça pourrait être plus fort encore. Non, alors c'est plus pas fort, si fort, pas beaucoup, non. On n'a pas beaucoup de potentiel de hausse parce que la demande est extrêmement faible, d'accord, et qu'il y a effectivement, il va y avoir un problème d'approvisionnement sur le pétrole iranien. On peut s'attendre à ce que les Saoudiens inondent le marché pour compenser la baisse de la production iranienne, mais on est dans une réaction à chaud, classique, de marché. C'est pas une surréaction, c'est une réaction normale qui va durer quelques jours et qui va retomber parce qu'on n'est pas, comme je dis tout à l'heure, dans un embrasement de la région. Dans les événements de la semaine, on a le cours de l'or qui continue de grimper, $3400. On a aussi la question de la dédollarisation de l'économie, avec un rapport qui nous dit que oui, le dollar a de moins en moins de place, mais c'est pas l'euro qui en profite, c'est plutôt l'or. Oui, pour l'instant, c'est très intéressant. Donc, comme on l'a vu, la nouvelle de la semaine, ça a été quand même de découvrir que l'or était devenu la deuxième réserve, le deuxième actif des banques centrales. Donc, avec 20%, 16% simplement pour l'euro, 46% pour le dollar. Donc, le dollar toujours en tête des réserves mondiales, mais en baisse, mais avec un rôle majeur. Et l'or qui a pris le pas. Alors, il y a 2 éléments pour expliquer la hausse de l'or par rapport à... Il y a d'abord la hausse de l'or elle-même. C'est-à-dire qu'évidemment, ce n'est pas simplement lié aux achats d'or, c'est que le cours de l'or ayant augmenté de 27% en 2024... prend plus de place dans les réserves. Évidemment, donc il prend plus de place et donc on a ce premier effet qui est un effet marché, mais on s'aperçoit aussi que l'Inde,
que la Chine, que la Pologne, que la Turquie a continué à acheter massivement. Les stocks, alors ça c'est quand même très frappant, moi ça m'a frappé, les stocks d'or sont quasiment au niveau des stocks d'or des années 60. Sauf que dans les années 60, il y avait l'étalon or. C'est-à-dire qu'on était obligé d'avoir de l'or pour la convertibilité de sa monnaie. Donc là, on n'est plus obligé, mais on en a plus. Exactement. Enfin, quasiment autant. C'est historique ce qui est en train de se passer sur l'or. Donc on a un peu cette valeur refuge, mais pas que. Je pense qu'il y a deux éléments. Évidemment, on boucle avec les événements sur l'Iran. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays, dont la Chine, qui se disent si demain on attaque Taïwan, c'est sûr qu'on aura des sanctions. Si on a des sanctions, évidemment, tous nos avoirs en dollars seront gelés et seront contrôlés. Oui. Donc il faut qu'on ait le moins Ils ont vu ce qui s'est passé avec la Russie. Ils ont vu ce qui s'est passé avec l'Iran, qui avait des avoirs en dollars qui ont été gelés. Donc il vaut mieux avoir de l'or. Évidemment, il vaut mieux avoir de l'or. L'euro, c'est plus incertain, mais l'euro a une carte à jouer. Un mot sur les impacts de la guerre commerciale. On a eu des prévisions de la Banque de France, par exemple, pour cette année, revues à la baisse, 0,6% pour l'année. On a des chiffres britanniques qui ne sont pas très bons non plus. Ce n'est pas directement l'impact des droits de douane, c'est l'impact du stress avant même d'être touché par les droits de douane. Oui, je pense que c'est ça, mais je pense qu'il y a aussi des événements qui sont des événements structurels. Je pense qu'on est dans une fin de cycle de croissance mondiale assez forte et que de toute façon, droit de douane ou pas de droit de douane, rappelez-vous quand même qu'on disait que le cycle de croissance américaine avait atteint des limites qui étaient repoussées à chaque fois par les programmes de relance du gouvernement, l'IRA de Biden, la relance présumée de Trump, mais on est quand même dans un cadre de grand ralentissement, c'est notre thématique, c'est ma thématique, le grand ralentissement de l'économie mondiale, pour des raisons structurelles, on ne va pas en reparler, la baisse de la population au Japon, la baisse de la population en Chine, la démographie, la dette. C'est-à-dire que la dette fait qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de faire de la relance nulle part. Vous voyez bien en France, même nous qui sommes vraiment les cancres de la dette, les cancres de la gestion financière, on n'ose même plus faire de relance puisqu'on n'a plus de marge de manœuvre. Donc à part l'Allemagne qui est le seul pays qui a la capacité de faire de la relance parce qu'elle est dans une situation exceptionnelle financière, vous avez quand même quelque chose qui va freiner toute velléité de remonter. Je pense qu'il faut s'habituer au fait qu'on va rentrer dans un monde de croissance molle, ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que si on a une croissance molle plus équilibrée, ça veut dire moins de déficit, ça veut dire moins de déficit commercial, ça veut dire un rééquilibrage des grands équilibres mondiaux, c'est pas mauvais. Merci beaucoup Marc Fiorentino, on vous retrouve ce soir avec des invités exceptionnels ou pas? Oui, invités exceptionnels, émission exceptionnelle, on va évidemment parler de la situation au Moyen-Orient. Ce soir 20h sur BFM Business est disponible bien évidemment en replay et en podcast. C'est la fin de la matinale de l'économie, on se retrouve lundi depuis le Bourget, émission spéciale à retrouver avec là aussi des invités exceptionnels évidemment. Évidemment. Dont Éric Trappier qui sera notre invité. Dans un instant, les experts avec Anne-Charlotte Fredelucci, Dorothée Rouzet et Roland Gillet sur BFM Business et je serai votre hôte. À tout de suite.